Le propriétaire a été transporté d'urgence à l'hôpital, entre la vie et la mort. Une balle lui a traversé la gorge. Sur la scène du crime, les agents de l'identité judiciaire relèvent un maximum d'indices. Empreintes et traces ADN si possible. Ils portent une combinaison pour ne pas polluer les lieux. Un cheveu, un cil, une goutte de salive. Quelques cellules peuvent permettre d'identifier l'auteur des coups de feu. Ils savent que cette nuit, 3 personnes se trouvaient dans le pavillon. La victime, son ex-femme et le tireur. Fin des constatations de police scientifique. La maison est placée sous scellé. Les investigations ont commencé sur les chapeaux de roue. 4 enquêteurs travaillent sous l'autorité de la vice-procureure. Je viens d'avoir Madame Boubas au téléphone. Tu viens dans le bureau, ça m'évitera de crier. L'ex-femme a déjà été entendue. Elle dit ne pas connaître le tireur. Mais la victime a survécu et livre une toute autre version aux policiers. Pour lui, son ex-femme est impliquée. Aussitôt, le commissaire Frémont en rend compte à Marie-Laure Boubas. Il nous raconte qu'hier, il a été appelé sur son portable par son épouse, avec qui il est marié. Il est séparé depuis juin 2010. Elle lui dit qu'elle est en face de chez lui et qu'elle souhaite lui remettre un RIB. Enfin, il n'a pas trop compris pourquoi elle voulait lui remettre un RIB, d'autant que ça fait 2 mois qu'elle ne lui parle plus. Ouais, c'est curieux ça. Mais c'est là où les choses commencent à être curieuses. Ils ont échangé des banalités et peut-être 1 minute plus tard, il y a un type qui s'est approché, notre auteur, un type assez grand, noir, hein, qui a demandé s'il était bien Colombe. Il a demandé l'indication vers la Cité des Grèves. Un peu surprenant. Il a dit qu'il allait à sa voiture, il s'est retourné et il a sorti une arme de sa poche. Il hausse le ton, il lui demande d'aller au fond du jardin, vers la porte d'entrée du pavillon. D'accord, ouais. D'accord. Hein, il le tenait en respect et à distance. Et madame, il lui arrive rien pendant ce temps-là, il lui dit rien. Rien du tout. Il l'a braqué uniquement sur lui, l'arme. Il dit clairement, je trouvais qu'elle faisait plutôt semblant d'avoir peur. Ensuite, à ce moment-là, il a senti que le type allait tirer. Il s'est protégé en rentrant la tête dans les épaules et en cachant son visage avec ses bras. Et le type a tiré. À environ 1,50 m de la victime. Le tireur s'enfuit. Il ne vole rien, sauf le téléphone portable de madame. Une très mauvaise idée. Marie-Laure Boubas soupçonne l'ex-femme d'avoir commandité le tireur. L'agresseur insulte notre victime. Il y a beaucoup trop d'incohérences entre le comportement du tireur et madame. C'est pas normal du tout, là, ce qui ressort. Ça sent pas bon du tout pour madame, hein. Non, mais voilà, mais on pourrait imaginer qu'elle ait demandé à quelqu'un de lui faire peur, sauf que le type est allé trop loin et que du coup, là, elle panique. Elle demande aux enquêteurs de récupérer la balle pour identifier l'arme et peut-être remonter jusqu'au tireur. Dans sa déposition, la victime a indiqué dans quelle partie de la maison il avait été visé. Sur les lieux du crime, Sylvain trouve sans problème l'impact. Je propose qu'on monte les affaires, vu le temps. Moi, je trouve que ça ressemble bien à un impact. Hein. Dénicher la balle sera une toute autre affaire. Bah, c'est important parce que cette balle, elle va nous permettre, si elle est en assez bon état, de vérifier les rayures qui sont dessus, de vérifier si l'arme qui a tiré la balle a déjà été utilisée. Et si on retrouve l'arme à un moment donné, on pourra comparer. La victime, gestionnaire financier, s'était mariée en 2005 avec une femme de nationalité indienne. Très vite, ils ont un enfant qui a 4 ans maintenant. Mais le couple se sépare. Une séparation difficile. Depuis quelques mois, le père n'arrive plus à voir son enfant. Il dépose 4 mains courantes au commissariat, refuse une autorisation de sortie du territoire à son ex-femme. Elle veut partir en Inde. Peut-être un mobile. On veut du plat. Non, t'as regardé? Non, mais je voulais voir.
Après plus d'1 heure de recherche, le mur est bien détruit. La balle est toujours introuvable. Mais les efforts des enquêteurs finissent par payer. Je l'ai. C'est ça que t'as dit? Oui. Magnifique. Alors tu la laisses, je vais faire une photo. Wow. C'est vraiment un morceau de plomb. Ouais. Il est bien écrasé. Il y a quand même des rainures là. Est-ce qu'elle va parler, cette balle, d'après vous? Moi, ça me semble compliqué parce qu'elle est très très déformée. De ce que je sais, la balistique, ils ont quand même besoin d'avoir quelque chose qui a une forme cylindrique. Là, il y a les rainures sur ce qui reste de l'ogive, mais le problème, c'est que ça a été tellement déformé que les rainures, les situées, là, elles sont peut-être plus très droites. Elles ressemblent plus aux rainures initiales, quoi, quand la balle a été tirée. Tout a bougé, quoi. Est-ce que l'audition de la victime a donné le nom de l'auteur? Non. non. Visiblement, il ne le connaît pas, donc on pense qu'il a été envoyé par quelqu'un, enfin qu'il n'agit pas de son propre chef. Après, qui est derrière? Il y a l'hypothèse de la femme, mais on n'en est pas là. C'est au 36 quai des Orfèvres à Paris que se situe le laboratoire de police scientifique. Sylvain ne perd pas une minute. La balle doit être expertisée au plus vite. Bonjour. La police judiciaire des Hauts-de-Seine. Je vous apporte une ogive pour une expertise balistique. L'ogive. Voilà la réquisition judiciaire. Il peut y avoir des résidus biologiques, de l'ADN en surface. C'est aussi la seule preuve pour déterminer le calibre de l'arme utilisée par le tireur. Vous n'avez pas d'urgence dessus? On a toujours des urgences, mais ça dépend ce que vous entendez par urgence. On n'a pas de garde à vue en cours là pour l'instant. La balle est très abîmée. Les experts demandent 1 semaine de délai pour l'analyser. Au siège de la police judiciaire, les collègues de Sylvain ont bien avancé sur une autre piste, la téléphonie. Lors de son audition, la femme affirme ne pas connaître le tireur. Les policiers obtiennent une fadette, c'est-à-dire un relevé téléphonique de ses communications. On est sur le téléphone de l'ex-femme de la victime, celui qui a été volé au moment de l'agression. Les faits ont lieu vers 20h30, a priori. Donc là, on peut voir, par exemple, que le portable, aux alentours de 20h30, le 14 juin, le portable était situé à Colombes. Donc chez l'ex-mari. Voilà, tout à fait. Alors ça, ce sont tous les appels qu'a passé madame dans les jours C'est ça. précédents. Bon, en tout cas, dans la journée. Par exemple, sur cette fadette-là, on voit que ce numéro-ci a été appelé 14 fois. 14 appels. Le même jour, à la même personne, jour de la tentative d'homicide. Les policiers cherchent à en identifier le propriétaire. Mais il a donné une fausse identité en achetant son portable. Ils étudient le relevé détaillé du numéro en question. Et surprise, après le crime, ce numéro mystère et le téléphone volé de l'ex-épouse de la victime sont partis au même endroit, en Seine-Saint-Denis. C'est donc bien le portable du tireur et a priori, ils se connaîtraient. Madame Boubas, au niveau des investigations téléphoniques, on a pu confirmer que le téléphone de l'ex-femme de la victime s'est retrouvé à Aulnay-sous-Bois en même temps que le téléphone qui est sous surveillance. D'accord. Ils activent la même borne au même moment. Donc on confirme le fait que les deux sont en rapport, car ce numéro sur surveillance avait déjà été contacté un peu plus tôt, tout à fait, vers 20h12 je crois. Voilà, a priori ils se connaissent et les deux sont impliqués. Maintenant la question que je vous pose, est-ce qu'on continue en flag ou est-ce que vous voulez qu'on change de cadre juridique pour éventuellement mettre le numéro sur surveillance sur écoute? On peut ouvrir à ce moment-là, on ouvre vendredi. Pas de problème. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, quelqu'un. Le parquet n'a pas le droit d'ordonner des écoutes téléphoniques dans les affaires criminelles. Fin de l'histoire pour la vice-procureure. Marie-Laure Boubas doit passer le relais à un juge d'instruction, nouveau patron de l'enquête.
Ainsi le veut la loi. On a gardé tous les scellés. Oui. J'ai juste mis les copies de travail concernant les appels 17 et les différentes réquisitions. D'accord. Moi, j'ai suivi l'enquête depuis le début. Et en fait, comme on a besoin de faire des écoutes téléphoniques, c'est pas une prérogative du ministère public, en tout cas pas dans le cadre de ce dossier. Donc moi, je saisis un juge d'instruction et c'est lui qui va poursuivre l'enquête avec ses fonctionnaires de police. Dès le lendemain, grâce aux écoutes, l'auteur des coups de feu est arrêté. Il avoue qu'il s'est improvisé tueur à gages. Madame lui aurait remis 1 000 €. Les 2 complices présumés sont incarcérés pour tentative d'assassinat. Ils risquent la prison à perpétuité. Cette affaire, Marie-Laure la retrouvera dans 1 ou 2 ans, si tout va bien, comme avocat général lors du procès d'assises.